Mon nom est Dominique de Tournai, je suis germaniste, naturopathe et formatrice en élixirs floraux et membre fondateur de la fédération Edelweiss. Cette fédération a été créée en 2010 par un groupe de formateurs en élixirs floraux autour de Philippe de Roide, qui était à l'époque directeur du laboratoire d'Eva. J'ai intitulé ma conférence Édouard Bach et les pionniers de l'Ancien et du Nouveau Monde. Alors, Édouard Bach est né en 1886. C'était un grand amoureux de la nature, c'était un grand observateur aussi des êtres humains et il va faire des études de médecine pour devenir à la fois chirurgien et bactériologiste. Donc, il devient médecin en 1912 et il va commencer à travailler dans les hôpitaux, puis dans les hôpitaux militaires durant la Première Guerre mondiale. Et là, il va à la fois travailler dans la journée comme chirurgien, comme médecin, et puis la nuit, il va poursuivre ses travaux de recherche en bactériologie. Ça le passionne, et en même temps, il va aller au-delà de ses possibilités physiques, et il va tomber dans le coma, il va être opéré, et on lui donne 3 mois à vivre. Pourquoi j'évoque cet événement? Parce que c'est important de comprendre la philosophie de Edouard Bach. Pour lui, un être humain qui est sur son chemin de vie, qui arrive à identifier ses buts et réaliser sa mission, eh bien, ça sera pour lui toujours un facteur de santé. Et effectivement, il va le prouver, il va vivre encore 20 ans, durant lesquels il va développer ce qu'il appelle la médecine de l'âme. Alors, on n'est pas l'héritier de rien. Donc, quel est cet héritage? Eh bien, au XIIe siècle, il y a dans les églises romanes, dans les cryptes, des chapiteaux énergétiques qui vont être utilisés pour soigner et même guérir les gens. Donc, les plantes qui sont représentées en fait sur ces chapiteaux vont agir en profondeur sur le comportement de l'homme et aussi sur son corps physique. On pourrait dire que c'est une sorte de parcours de guérison, de parcours initiatique également. Toujours au XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, qui est allemande, est moniale. Elle dirige un monastère. C'est rare pour les femmes à l'époque, et donc elle est très ancrée dans la matière, et en même temps, elle a des visions. Elle a des visions depuis l'âge de 4 ans, en fait, et elle va développer progressivement la clairaudience. Elle devient thérapeute et se passionne pour les propriétés des simples. Elle va écrire ceci: quand le corps et l'âme fonctionnent en parfaite harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la joie et de la santé. Et un peu plus loin, le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. C'est aussi une musicienne, Hildegarde de Bingen. Au XVIe siècle, euh, un médecin alchimiste suisse-allemand qui s'appelle Paracels est philosophe de la nature. Et lui, il va développer la loi d'analogie entre le malade et puis les remèdes qui sont proposés par les plantes. Et il écrit: là où l'esprit souffre, le corps souffre aussi. Donc deux personnes qui vont faire le lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Un peu plus tard, Linné, au XVIIIe siècle, va lui classer et répertorier les espèces vivantes, et à son époque, il va découvrir 6000 espèces végétales. Et c'est juste un classement, en fait, parce qu'à l'époque, la loi d'évolution des espèces n'existe pas encore. Toujours au XVIIIe, Goethe, qui est connu comme étant un écrivain, un dramaturge, en fait, Goethe est botaniste. Il écrit un livre, La métamorphose des plantes, et dans ce livre, il va parler de la plante archétypale et il va montrer que qu'il y a une unité en fait qui se manifeste à travers toutes les formes de la plante. Et donc l'archétype va se manifester à travers 3 phases et aussi une alternance de contraction et de dilatation. Je peux prendre l'exemple du bouton et puis de la fleur ensuite qui va s'épanouir. Alors, ces travaux ont inspiré Rudolf Steiner, qui est également allemand,
et qui va être le fondateur de l'anthroposophie, avec entre autres des cours aux agriculteurs qui vont permettre par la suite de développer la biodynamie. Et puis, il va développer aussi les bases de la médecine anthroposophique. Donc, est-ce que Rudolf Steiner et Edouard Bach ont pu correspondre? Est-ce qu'ils ont pu se rencontrer? Je n'en ai pas trouvé les traces. Et en même temps, quand je lis lorsque j'ai découvert leurs écrits, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Alors, Bach est médecin et lorsqu'il découvre les travaux de Pasteur, eh bien, il va commencer à préparer, en tant que bactériologiste, il va préparer les germes bactériens sous forme de vaccin et il va s'apercevoir qu'il y a bien sûr une amélioration au niveau des maladies chroniques parce qu'il avait fait le lien entre ces germes et les maladies chroniques. Et en même temps, il n'est pas complètement satisfait parce qu'il trouve que toutes ces injections cutanées provoquent des souffrances pour la personne. Et donc, quand il va découvrir les travaux de Hahnemann, eh bien, il va à ce moment-là préparer ces vaccins sous forme de dilution homéopathique. Donc, Hahnemann, qui est aussi un médecin allemand, qui est le fondateur de l'homéopathie, il va établir son travail à partir de trois lois, la loi de similitude, d'individualité et d'infinitésimalité. Et donc, par là, il apporte la notion vraiment d'information dans l'infinitésimalité. Alors, tous les deux, finalement, vont être aussi importants dans le travail de Bach. Et donc, j'ai imaginé, en fait, que Bach faisait un rêve et qui les entendait parler entre eux. Et il se disait, mais ça discute là, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir m'en mêler. Ça commençait entre Hildegard de Bingen et Paracels. Hildegard de Bingen qui voulait vraiment faire le point un peu par rapport à sa théorie et sa découverte de la rosée. Et elle disait à Paracels, bon, écoute, là, c'est moi qui ai découvert ça. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, quelquefois, on pense que c'est toi. J'ai montré qu'il y avait toute l'information de la plante dans la rosée du matin. D'accord, dit Paracels, mais moi, je suis allée un petit peu plus loin, à savoir que j'ai fait cette analogie entre les organes, les formes des organes, l'aspect extérieur des plantes, et j'ai montré que la plante pouvait soigner ou apporter du soutien à tel organe. Je vais prendre l'exemple, en fait, de la noix. La noix dans sa coque, eh bien, on peut penser aux hémisphères cérébraux. Eh bien, tu sais, au XXe siècle, là, ils vont découvrir cette histoire d'oméga 3. Et là, ils vont dire que la noix est riche en oméga 3, qu'elle est bonne pour le cerveau. Mais en fait, moi, j'avais bien vu cela à mon époque. Goethe, là, il n'en peut plus de les entendre discuter comme ça. Il leur dit, mais vous savez, moi, avec mes qualités d'observation, j'ai vraiment compris toutes les forces de vie qui, qui émergeaient dans le développement de la plante. Et donc, j'ai toujours approché la plante de façon globale. D'accord, dit Steiner. Mais il ne faut pas oublier quand même que moi, j'ai fait le parallèle entre ces trois phases de la plante que tu as montrées et puis l'être humain. Et donc, j'ai parlé de la tripartition. Regarde, j'ai fait un schéma. Eh bien, l'être humain peut être divisé en trois parties, le pôle supérieur, le pôle rythmique et le pôle inférieur. Et effectivement, il y a trois phases dans la plante, et si on la met à l'envers, eh bien, le pôle supérieur va se nourrir de ce qu'apporte la racine, c'est-à-dire tous les minéraux. Le pôle rythmique, avec tout le système circulatoire, eh bien, va s'épurer, je dirais, avec le sang vert de la plante qui est riche en chlorophylle. Et puis le pôle inférieur, c'est le pôle des métabolismes, effectivement. La fleur, les graines, le fruit vont accélérer les métabolismes. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau du pôle inférieur, c'est là que l'être humain fait son bébé et que la fleur, finalement, eh bien, c'est aussi le bébé de la plante.
Et puis, tu sais, au XXe siècle, là, on va parler du deuxième cerveau au niveau du ventre, et c'est là qu'est le siège des émotions. Eh bien, finalement, la fleur, elle correspond à cette partie aussi émotionnelle de l'être humain. Et puis ça continue entre Pasteur et Hahnemann. Pasteur disant, mais tu sais, moi j'ai vraiment apporté une contribution très importante au travail de Édouard Bach. D'accord, dit Hahnemann, mais tu as complètement occulté cette notion d'information qui demeurait dans la dilution. Et en fait, dans mes remèdes, je montre que même s'il n'y a plus de principe actif, eh bien, il y a toujours l'information du remède. Bach leur dit, mais vraiment, je vous suis très reconnaissant. Vous m'avez apporté beaucoup de choses. Voilà, tous. Et en même temps, Hildegarde, quand tu parles de la rosée, eh bien, moi, j'ai vraiment compris que c'était la chaleur du soleil qui permettait à la plante de transmettre son information à l'eau, à la rosée. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que par la suite, j'ai développé le principe d'ébullition, parce que quand on prépare des élixirs floraux et qu'il n'y a pas de soleil, eh bien, c'est important de pouvoir euh, agir avec une source de chaleur. Et puis, Hahnemann, c'est vrai que toi, tu as testé beaucoup de remèdes sur toi-même, mais moi, je suis allée vraiment dans la nature, avec mes émotions, avec quelquefois des grandes souffrances physiques, et j'ai pu observer de façon thérapeutique toute l'énergie vibratoire de la plante sur moi. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai découvert tous mes élixirs. Alors, c'est vrai que euh, quand je repense à Pasteur et à Hahnemann, eh bien, j'avais découvert à l'époque qu'il y avait un lien entre la personnalité de la personne et les germes intestinaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert 7 groupes bactériens dominants et 7 types de personnalité. Et j'en ai fait une dilution homéopathique que j'ai appelée les 7 nosodes. Et ça, c'était en 1922. Et puis, euh, j'étais pas complètement satisfaite parce que, en fait, je voulais découvrir tous mes remèdes dans la nature. Voilà. J'étais persuadée que les simples, hein, tels qu'on les apporte, tels qu'on les appelle, eh bien, pouvaient détenir finalement ce que je recherchais. Et donc, en 1928, j'ai découvert les 3 premières fleurs, l'impatiente, la clématisse et le mumulus. Et là, moi, je vais continuer l'histoire d'Édouard Bach. Effectivement, en 1930, il y a un grand changement dans sa vie. Il va quitter Londres, il va abandonner son travail de médecin, de chercheur, de bactériologiste, alors qu'il était vraiment, je vais dire, estimé, admiré. Et il va aller à la recherche de ces remèdes dans la nature. Et pour ce faire, il va partir au Pays de Galles. Et là, il va découvrir 37 élixirs floraux, plus l'élixir de l'eau de roche. Et puis, il va élaborer le rescue, qui est le remède d'urgence. Alors, pour Bach, c'était très important de préparer les élixirs floraux en impliquant les 4 éléments, à savoir la terre, l'air, le soleil ou la chaleur, et puis l'eau pour recueillir tout ce que la plante pouvait lui transmettre. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait un 5e élément qui était le préparateur, qui euh, qui était l'acteur, si je puis dire, et l'observateur, mais avec toute sa bienveillance et sa neutralité aussi. Alors, Bach va mourir en 1936, mais l'histoire continue avec une interruption, la Seconde Guerre mondiale, et puis il faut savoir qu'il a laissé un seul livre écrit en anglais qui a été traduit par la suite, La guérison par les fleurs, et le centre Bach donc va continuer l'histoire. Alors le centre Bach en Angleterre, qui est à la fois un lieu de préparation des fleurs de Bach et puis un lieu de transmission de l'enseignement de Édouard Bach, un lieu de formation, on pourrait dire.
Et dans les années 80, eh bien, un certain nombre de personnes vont découvrir le Centre Bach, vont découvrir le travail d'Édouard Bach et vont le transmettre en Europe. Il y a Mechthild Schäfer, qui est allemande et qui va être représentante du Centre Bach en Suisse, à Zurich, en Allemagne, à Hambourg et en Autriche, à Vienne. Et puis Julian Barnard, en Angleterre, qui lui est issu d'une famille de botanistes, il va découvrir le Centre Bach déjà dans les années 70 et il va créer son laboratoire, les Healing Herbs. Et, et puis, il a un parcours un petit peu identique à celui de Bach, à savoir qu'après avoir vécu à Londres, eh bien, il va euh, partir, il va retourner, si je puis dire, au Pays de Galles. En France, Gérard Wolf va lui aussi découvrir les élixirs floraux, les transmettre, les préparer. Il va être le créateur de la société Fleurs, Essence et Harmonie en 1993 et qui deviendra Elixir Co en 2010. Et puis François Deportes, qui rencontre les fleurs de Bach en 1985 et il va se passionner pour les fleurs, il va transmettre l'enseignement en France et il va devenir l'importateur et le distributeur des fleurs de Bach. Je vais mentionner aussi le docteur Ricardo Orozco, qui est médecin à l'Université de Barcelone, qui découvre les fleurs de Bach en 1984 et très vite il va les enseigner en 93. Il va créer l'Institut Antemon à Barcelone et il va également beaucoup collaborer avec les hôpitaux de Cuba, là où la recherche est très développée et là où les médecins sont très intéressés par les fleurs de Bach. Et donc, en 1999, Ricardo Orozco va avoir un peu le même parcours que Édouard Bach, en ce sens qu'il va abandonner la médecine allopathique pour se consacrer aux élixirs floraux. Alors, quand je vois ces 5 personnes, eh bien, je me dis qu'à la fois, ce sont des fidèles de l'enseignement de Édouard Bach, et en même temps, ils ont apporté chacun une petite note particulière et personnelle. Mechthild Schäfer, en 2007, va créer ce qu'on appelle le Bachblütenkraftpark, c'est-à-dire le parc énergétique des fleurs de Bach, dans la commune de Rechnitz, en Autriche. Et là, elle va proposer une description poétique des 38 fleurs de Bach, et chacun pourra choisir un parcours de régénération ou un parcours d'apaisement. Et là, on peut penser au chapiteau fleuri dont je parlais au début de cette conférence et qui proposait aussi un parcours initiatique et un parcours de guérison. Julian Barnard, lui, a mis son point d'honneur à préparer les élixirs floraux avec l'eau de roche. Gérard Wolf, lui, il va apporter une nouvelle note, à savoir qu'en 2007, il va créer le premier parfum avec des élixirs floraux. Quant à François Deportes, il se rend compte que l'alcool peut poser un problème pour un certain nombre de personnes et il va créer les élixirs floraux, les fleurs de Bach, sous le nom des fleurs de l'Atlas, avec Anne-Marie Pujol. Et ce seront des élixirs qui seront faits sans alcool, avec une eau dynamisée et avec du cuivre en oligo-éléments. Et puis, Ricardo Orozco, qui va profiter en fait du développement de la psychologie au XXe siècle, eh bien, il va proposer les schémas transpersonnels et des applications locales. Les applications locales dont Édouard Bach avait déjà parlé d'ailleurs à son époque. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les 38 élixirs floraux représentent un système complet? C'est ce qu'a voulu Bach à son époque. Et en même temps, on s'aperçoit que l'époque actuelle confronte les êtres humains à d'autres difficultés et que les pionniers d'aujourd'hui, comme je les ai appelés, les pionniers du Nouveau Monde, eh bien, vont répondre aux besoins de notre époque en découvrant de nouvelles fleurs et en préparant de nouveaux élixirs. Et cela dans le monde entier, en fait. Alors,
l'histoire Bach, elle continue effectivement avec les pionniers du Nouveau Monde. En 1976, c'est Marshall Smallride en Virginie qui va créer un jardin biologique et qui, par la suite, va développer son partenariat avec les intelligences de la nature qu'elle peut entendre. Et ces intelligences de la nature vont lui permettre de faire évoluer son jardin et qu'elle va appeler Pérélandra, le nom de ses élixirs. Et au début, elle va préparer des élixirs de rose, des élixirs de jardin. Et puis, ce dialogue, si je puis dire, avec les intelligences de la nature, elle préparera d'autres élixirs énergétiques. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de François de Portes. Eh bien, François de Portes, en 91, va découvrir les travaux de Michael Smallride et il va comprendre que Michael Smallride veut faire profiter l'humanité de ce partenariat qu'elle a établi avec la nature. Donc, il va traduire ses livres, il va, dans sa société des jardins co-créatifs, importer les élixirs de Pérélandra. Donc, il y a un lien qui va se créer là entre la France et la Virginie. Et puis, toujours dans les années 80, eh bien, en Australie, Ian White, qui est issu d'une famille d'herboristes, je crois que c'est la cinquième génération des herboristes dans sa famille, il pratique, lui, la naturopathie, l'homéopathie, et il va fonder l'Australian Bush Flower Essences, c'est-à-dire qu'il va élaborer des élixirs avec les fleurs du bush australien. Et il va publier son premier livre en 1991. Alors, on a de la chance parce que son livre aussi a été traduit en français. Et puis, toujours dans les années 80, et cette fois c'est en Californie, Richard Katz et Patricia Kaminski vont, vont développer le travail de Edward Bach, ils vont le poursuivre et ils vont répertorier de nouvelles fleurs. Au début, 168 élixirs, quand même, californiens, qui sont préparés à Terra Nova, et sous le nom de la Flower Essence Society, que l'on appelle la FES. Alors, à la même époque, il y a au Colorado un médium qui s'appelle Grudas et qui, lui, va recevoir ces informations en état modifié de conscience. Alors, les autres, que ce soit Marshall Smallride, que ce soit Ian White, Katz et Kaminski, ils vont approcher la nature, ils vont approcher le végétal, ils vont être dans une communion avec le végétal pour découvrir leurs élixirs. Gurudas, lui, il reçoit ces informations en état modifié de conscience. Donc, et ils vont pouvoir s'apercevoir, pour un certain nombre d'élixirs qui leur sont communs, qu'ils ont à la fois les mêmes indications et en même temps, parfois des indications aussi qui vont s'enrichir mutuellement. Et lui, il va écrire un livre, Les élixirs floraux et la guérison vibratoire. Et puis, toujours dans ces années 80, eh bien, Philippe de Roide, qui est issu du Vercors, va découvrir le travail de Katz et Kaminski. Il connaît les fleurs de Bach et là, il a très envie de revenir en France et de préparer ses élixirs. Donc, il va revenir en France avec Dominique Guillet. Ils vont d'abord créer une association qui s'appelle Gaïa. Et puis, il y aura en 1990 euh, un grand congrès sur les élixirs floraux, donc dans le Vercors, qu'ils vont organiser. Richard Katz et Patricia Kaminski, entre autres, seront présents. Et ils vont donc collaborer, si je puis dire, à un niveau mondial sur ces découvertes des nouveaux élixirs. Alors, Philippe de Roide, par la suite, va créer le laboratoire d'Eva en 1986 et il va travailler avec un groupe de préparateurs qui continuent à œuvrer dans ce laboratoire que Philippe de Roide a cédé maintenant à une nouvelle équipe. Mais en 97, il y a Vincent Belbez qui, lui, vit au Chili et qui va faire un certain nombre de recherches en collaboration avec les communautés indiennes traditionnelles. Et il va développer donc les élixirs floraux de la Cordillère des Andes, avec le nom de sa société, Synphos, tout en préparant ces élixirs
selon la méthode traditionnelle du Dr Bach. Lui aussi va faire évoluer son travail par la suite avec d'autres élixirs énergétiques. Alors, en 2002, en fait, il va y avoir un, une communication, si je puis dire, qui va s'établir entre le laboratoire d'Eva et Vincent Belbèze, ce qui fait que les élixirs andins Sylphos pourront être disponibles au laboratoire d'Eva, et puis Vincent Belbèze va repartir au Chili avec les élixirs floraux d'Eva. Toujours dans les années 80, en 1984, Andreas Corte, qui lui a fait des études dans un lycée agricole et qui s'est formé comme jardinier, il va préparer, il va découvrir donc les fleurs de Bach et il va préparer ses premiers élixirs en s'inscrivant à la fois dans la tradition de Bach et en même temps, il ne va plus cueillir les fleurs. Donc, il va les préparer avec la méthode de cristal, c'est-à-dire que lui va servir d'intermédiaire pour transmettre l'information de la plante à l'eau. Et c'est comme ça qu'il va développer progressivement tous ces élixirs. Donc, il va créer une société qui s'appelle Phi Essences, où l'on peut trouver des élixirs de fleurs, de pierres précieuses, de champignons, de fleurs sauvages, de cactus et d'autres élixirs énergétiques aussi. Et puis, il y a d'autres, bien sûr, d'autres élixirs dans le monde. Il faut penser à Sabina Petit au Canada, Steve Johnson en Alaska, mais comme je ne les connais pas, j'ai préféré ne pas en parler. Alors, au sein de notre fédération, eh bien, nous avons François Deportes qui va développer et parler du travail de Michael Smallride. Donc, il nous fera une conférence pendant ces rencontres. Il y a Vincent Belbèze aussi, qui est membre de la fédération Edelweiss et qui va faire une conférence sur les élixirs andins. Et puis, Nadia Jacquemin, qui travaille en collaboration avec Yann White et qui transmet son enseignement en France et qui vous parlera aussi des élixirs du bush australien. Alors, je tiens, avant la conclusion, à remercier tous ceux qui m'ont facilité ce travail en m'accordant leur crédit coopératif, leur crédit photographique, pardon. Et je vais revenir sur le plein écran pour cette conclusion. J'ai découvert dans les écrits de Bach une citation où il parle de Hahnemann. Et il dit ceci: il, c'est-à-dire Hahnemann, a vu que de nouvelles maladies pourraient apparaître dues à des modifications des conditions de vie et que de nouveaux remèdes devraient être recherchés. Son génie a également prévu le fait qu'on pourrait découvrir dans la nature d'innombrables remèdes répondant aux nécessités qui pourraient apparaître. Je pourrais dire que c'est ce que font aujourd'hui ces pionniers du Nouveau Monde que j'ai évoqués, avec de nouveaux élixirs. Je pourrais dire que la nature, en fait, se donne à tous ces chercheurs pour que effectivement l'homme puisse prendre soin de lui-même, puisse évoluer et pour quelque chose qui était très important pour Édouard Bach, pour avancer librement sur leur chemin de vie.